Carte postale, le magazine du voyage. La Tarantella, signé Rossini. Rossini, ce célèbre compositeur venu d'Italie, est devenu très célèbre justement en France. C'est un des nombreux Italiens qui a fait la France. Mais tous ces Italiens-là sont réunis dans un livre qui vient de paraître. Il s'appelle Ti amo Francia et c'est un livre qui est paru aux éditions Armand Collin. Et j'ai le grand plaisir de recevoir son auteur, Alberto Toscano. Bonjour Alberto. Buongiorno Léa. Buongiorno. Alberto, vous êtes docteur en sciences politiques à l'université de Milan. Vous êtes journaliste depuis 1975 et correspondant de la presse italienne ici à Paris depuis 1986. Vous êtes très souvent à la télévision comme consultant pour les grandes chaînes de télévision françaises. Et on voit que l'Italie, c'est resté bien en vous, dans votre cœur. Il plaît aux Français. Oui. La raison de ce livre, est-ce que c'est la simple nostalgie de votre pays ou bien c'est parce que vous considérez que l'on ne leur rend pas assez hommage à ces Italiens qui ont fait la France? Écoutez, le titre du livre est en italien Ti amo Francia, donc c'est un hommage multiple à la France, à l'Italie, à l'Europe, parce qu'on est aujourd'hui presque la même chose, disons-le, et ça me réjouit au plus haut degré. Et enfin, à cette multitude de personnes qui sont venues, de millions d'Italiens, qui au fil de l'histoire, au fil des 2 derniers siècles, sont venus en France pour travailler, pour chercher de la liberté, pour affirmer et commencer leurs droits à une nouvelle vie. Oui, c'est un hommage, certes, mais est-ce que vous pensez que parfois on ne leur rend pas assez hommage? Je reprends un peu ma question. Absolument. On ne rend pas assez hommage à ces Italiens. Pensez à ces Italiens qui ont sauvé des Juifs entre 42 et 43 dans 10 départements français occupés par les Italiens. Une histoire qu'on connaît peu. Elle est assez méconnue. Très peu. Oui. Serge Klarsfeld en a parlé. Robert Badinter en a parlé dans une interview qui a bien voulu m'accorder à l'occasion de ce livre. Mais le fait que des personnages comme Simone Veil, Klarsfeld, Badinter et bien d'autres ont eu la vie sauve parce que les départements de la France du sud-est où ils habitaient, où ils s'étaient réfugiés, étaient occupés par des Italiens plutôt que par des Allemands. Oui, on rappelle le nom, c'est Maurizio Lazzaro de Castiglioni, qui était le général. Général des troupes italiennes de montagne, les Alpini, qui arrivent à Grenoble comme occupants, donc comme méchants, disons-le, et qui lance un ultimatum au préfet vichiste français de Grenoble et de l'Isère et lui dit à partir d'aujourd'hui tu arrêtes de persécuter les Juifs parce que le patron c'est moi et je te l'empêche. Oui, c'est inimaginable. Hein. À Saint-Martin-Vésubie, il y a une plaque qui rend hommage aux troupes d'occupation italiennes de cette partie de la France. Donc cette plaque est signée entre autres par les organisations juives. Donc là c'est un chapitre qu'on connaît pas, mais un autre chapitre qu'on connaît très peu, voire pas du tout, est celui des Italiens de la résistance française. Des noms d'Italiens de la résistance française sont totalement inconnus. Sur l'affiche rouge, par exemple. Sur l'affiche rouge, il y a un Italien, et là, c'est un nom connu forcément parce qu'il est sur l'affiche rouge. Oui. Mais celui d'Angelo Ricco, l'un des responsables de la résistance en Dordogne, est totalement inconnu. Et enfin, des intellectuels français qui ont participé au mouvement politique, italien, qui ont participé en France au mouvement politique des années 30, et notamment pour solidariser avec les républicains espagnols. C'est autant d'histoires oubliées ou inconnues
qui mérite, à mon sens, d'être reprise avec bien d'autres, avec beaucoup d'autres. Et oui, là, vous avez fait un voyage dans le temps. Vous commencez par le XVIe siècle. Et vous dites, Alberto, que le XVIe siècle, c'est vraiment le siècle de la collaboration franco-italienne. Et là, vous allez dresser un florilège de tous ces personnages connus dans des domaines très variés. Vous commencez par la gastronomie. Pardonnez-moi, j'aimerais bien juste parler de cela parce que c'est un sujet peut-être un peu léger, mais tout de même dans la gastronomie. Ensuite, on va déjeuner. Après, on va déjeuner, c'est sûr, c'est bientôt l'heure. Les glaces, le sabayon, il y a des. Qu'est-ce que j'ai noté? La galette des rois. Eh oui, qui peut imaginer que la galette des rois, oh combien française, oui, a des origines italiennes, mais ça suffit d'y réfléchir un instant. Les amandes, la pâte d'amande, oui, les amandes ne sont pas vraies, elles viennent de Sicile. C'est ça. Les plats, la pâte d'amande et tout ce qui va avec ont une origine sicilienne. Les premiers cafés, restaurants, c'est aussi tenu par des Italiens. Alors, il y a aussi, j'ai noté le canard à l'orange, la soupe à l'oignon. Non mais attendez, c'est entré dans la culture française. Oui, la soupe à l'oignon, c'est un peu un jeu, disons la vérité. Bien sûr, elle existe en Toscane depuis des siècles et des siècles. Mais c'est tellement simple de mettre des oignons dans une soupe que là, honnêtement, moi, je l'ai dit avec un peu d'ironie. Tandis que le canard à l'orange est clairement d'origine italienne et sicilienne. Et la pâte d'amande, tout ce qui est composé de pâte d'amande est évidemment d'origine sicilienne. Mais sur la soupe à l'oignon, je l'ai intégré à cette liste, mais avec un petit sourire. On sent que vous aimez l'italien, on sent que vous essayez. Bon, enfin, en tout cas, il y a de nombreux autres domaines. Évidemment, l'art. Parce que s'il y a peut-être un domaine dans lequel les Italiens ont excellé et ont apporté à la France, c'est quand même le domaine de l'art. Alors, bien sûr, Léonard de Vinci. Bon, on en parle beaucoup cette année de Léonard de Vinci. Sa vie est un petit peu floue, mais on sait combien il a apporté à la France. Il a passé les 3 dernières années de sa vie, uniquement. Entre 2 et 2,5. On ne connaît pas exactement la date de l'arrivée de Léonard en France. Oui. On sait qu'il était à Rome au mois d'août, qu'il est arrivé en France probablement entre novembre et décembre, et il est mort mai 19, c'est-à-dire je parle de août 17 évidemment, et il est mort au mois de le 2 mai 19, 1519 évidemment. Bon, mais il a fait pas mal. Il a fait entre 2 ans et 2 mois. Ouais. Et il a fait ce cadeau de la Joconde à la France, qui au départ est un tableau, comme un autre. Et puis après, il est devenu célèbre. Vous racontez tout ça. Dans votre livre, vous prenez chaque personnage, vous racontez le contexte dans lequel il est arrivé en France et comment il a apporté finalement ou créé pour la France. Je voudrais continuer de parler aussi de l'art, mais à travers un personnage que vous aimez bien et vous l'avez dit, c'est dans la comédie, la Commedia dell'arte, c'est Scaramouche. Et ça, Scaramouche, c'est un personnage que vous aimez, pourquoi? Parce que c'est un Napolitain qui arrive en France, qui n'a pas un sou dans ses poches et qui invente quelque part l'art de la commedia dell'arte, la comédie italienne appliquée à un public français. Il rend français le théâtre italien de l'époque. Et donc, il fait un travail magnifique, il devient hyper célèbre. Le personnage italien, le masque italien de Scaramuccia, et lui, l'appelle Scaramouche, et Scaramouche devient un grand personnage du théâtre français et italien, franco-italien. Une fois de plus, je parle volontiers de franco-italien, à l'époque de Molière. Et il exerce une influence sur Molière. Oui, et d'ailleurs... Il est grand ami de Molière. Tandis que Lully, autre Italien de l'époque, a avec Molière une relation de travail et sans aucune sympathie réciproque. Et Scaramouche, Scaramuccia, le personnage, ce personnage napolitain, devient
il fait partie de l'art de Molière. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, vous citez George Sand qui dit ce besoin de personnifier les divers instincts naïfs ou faussés de l'être humain dans des types qui se sont appelés Harlequin, Polichinelle, Cassandre, le capitaine Pierrot est devenu commun aux deux nations à une certaine époque, à ce point qu'on a pu dire et qu'on a dit la comédie italienne française. Et voilà, c'est exactement ce que vous... Française. Absolument. Et elle rajoute qu'il n'y aurait pas eu Molière sans Scaramouche. C'est vrai. Et c'est elle qui le dit, et je le crois. Moi, je n'ai pas le titre pour affirmer une pareille chose, mais je dis volontiers ce que George Sand écrit dans la préface, dans un texte très peu connu de George Sand. Dans ce livre, j'ai toujours essayé de citer des témoignages directs, voire des témoignages peu connus de personnes que je la possibilité évidemment d'interviewer étant décédé. Mais George Sand écrit fait cette affirmation dans la préface du livre de son fils Maurice Sand, qui est passionné pour la commedia dell'arte, la comédie italienne, et qui écrit publie un livre à Paris en 1859, et sa mère, George Sand, fait la préface, a remarqué le fait que même si Sand est un pseudonyme, n'est pas son véritable nom de famille, le fils adore tellement sa mère, Édipe est peut-être passé par là, qu'il utilise lui-même le pseudonyme de sa mère comme son propre nom de famille. Oui, alors d'ailleurs, la commedia dell'arte au XVIIe siècle, c'est le résultat finalement de la permission que Catherine de Médicis au XVIe siècle avait donnée à des comédiens de traverser la France. C'est elle aussi qui fait venir les comédiens. Elle a apporté beaucoup de choses aussi, cette Catherine de Médicis. Catherine de Médicis arrive, elle est une gamine. Oui, elle a 16 ans. Elle a 14 ans, pardon. 14 ans. Elle fait tout pour intégrer la culture italienne à la culture française, pour greffer toute une série d'intellectuels ou de praticiens, de personnes actives dans les différents secteurs à la société française et à la culture française et à la façon de vivre, l'art de vivre française qui devient un art de vivre franco-italien. Alors on continue bien sûr donc la peinture, la comédie, et alors là pour la musique, là Alberto, je crois que vous exagérez un petit peu. Qu'est-ce que vous me dites là, la Marseillaise serait italienne, alors que qu'est-ce qui s'est passé avec Rouget de Lille? C'est pas un Italien pourtant. Mais moi, je ne dis pas que la Marseillaise est italienne. Je dis que 10 ans plus tôt, la composition de la Marseillaise, dont le texte est évidemment français, ne pourrait pas être plus français que ça. Un Italien, un compositeur italien résidant à Paris, Giovanni Battista Viotti, un Piémontais, écrit une musique qui a une bizarre ressemblance avec celle de la Marseillaise, mais il n'y a rien de mal. Il ne faut pas crier au scandale. La Marseillaise est le texte, et si au moment d'écrire la musique, son auteur s'est un peu inspiré de ce qu'il connaissait déjà, il n'y a vraiment rien de mal. Bon, alors vous faites ce tour de tous ces Italiens depuis le XVIe siècle qui ont vraiment marqué. La musique en question, c'est les variations en do majeur de Giovanni Battista Viotti. Si quelqu'un veut aller le chercher sur l'internet, variation en do majeur de Viotti. Très bien, c'est noté. C'est noté. Alors, vous faites un petit peu ce tour de tous ces Italiens. Et puis, on arrive évidemment aux intellectuels et notamment, on arrive également à cet écrivain, Émile Zola, et l'affaire Dreyfus. Et vous dites quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que Émile Zola est en contact avec un diplomate italien qui, avant lui, s'est intéressé à cette affaire Dreyfus. Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant d'en parler aujourd'hui, où on parle beaucoup de ce film magnifique et qui évoque l'affaire Dreyfus. Et dont Émile Zola avait des contacts effectivement à l'ambassade d'Italie. L'ambassade d'Italie a été totalement surprise
par l'affaire Dreyfus. On imaginait, les accusateurs de Dreyfus imaginaient qu'il y avait une complicité italienne avec, étant l'Italie alliée de l'Allemagne dans la Triple Alliance, qui était évidemment une alliance anti-française, qu'il y a existé encore une coordination entre ambassades d'Italie et d'Allemagne à Paris. Non, les diplomates italiens, à l'explosion de l'affaire Dreyfus, envoient des messages au ministère des Affaires étrangères italien à Rome pour dire qu'est-ce que c'est ça? Nous, on sait absolument rien de cette histoire d'espionnage présumé avec l'Allemagne. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Et il paraît que les Français arrivent à décrypter ces messages. Oui. Et donc, les Français savaient que les Italiens ne savaient absolument rien de cette affaire et que probablement c'était évidemment un coup monté parce que si les Italiens ne savaient rien, probablement les Allemands non plus ne savaient rien de ça. Merci Alberto. Nous étions en compagnie d'Alberto Toscano. Je rappelle le titre de votre livre, Ti amo Francia, paru aux éditions Armand Collin. Vous allez trouver de nombreuses histoires très étayées sur tous ces Italiens qui ont fait la France. Merci et à très bientôt sur notre antenne. Grazie. Carte postale, le magazine du voyage.